Chapitre 32. Le 13 août, on se réveilla de bon matin. Il s'agissait d'inaugurer un nouveau genre de locomotion rapide et peu fatigant. Un mât fait de 2 bâtons jumelés, une vergue formée d'un 3e, une voile empruntée à nos couvertures composait le gréement du radeau. Les cordes ne manquaient pas, le tout était solide. À 6 heures, le professeur donna le signal d'embarquer. Les vivres, les bagages, les instruments, les armes et une notable quantité d'eau douce recueillie dans les rochers se trouvaient en place. Hans avait installé un gouvernail qui lui permettait de diriger son appareil flottant. Il se mit à la barre. Je détachai l'amarre qui nous retenait au rivage. La voile fut orientée et nous débordâmes rapidement. Au moment de quitter le petit port, mon oncle, qui tenait à sa nomenclature géographique, voulut lui donner un nom, le mien entre autres. « Ma foi, dis-je, j'en ai un autre à vous proposer. »« Lequel ?»« Le nom de Graüben. » Port Graüben, cela fera très bien sur la carte. Va pour Port Graüben. Et voilà comment le souvenir de ma chère Virlandaise se rattacha à notre aventureuse expédition. La brise soufflait du nord-est, nous filions vent arrière avec une extrême rapidité. Les couches très denses de l'atmosphère avaient une poussée considérable et agissaient sur la voile comme un puissant ventilateur. Au bout d'1 heure, mon oncle avait pu estimer assez exactement notre vitesse. « Si nous continuons à marcher ainsi, dit-il, nous ferons au moins 30 lieues par 24 heures et nous ne tarderons pas à reconnaître les rivages opposés. » Je ne répondis pas et j'allais prendre place à l'avant du radeau. Déjà, la côte septentrionale s'abaissait à l'horizon. Les 2 bras du rivage s'ouvraient largement, comme pour faciliter notre départ. Devant mes yeux s'étendait une mer immense. De grands nuages promenaient rapidement à sa surface leur ombre grisâtre qui semblait peser sur cette eau morne. Les rayons argentés de la lumière électrique, réfléchis çà et là par quelques gouttelettes, faisait éclore des points lumineux dans les remous de l'embarcation. Bientôt, toute terre fut perdue de vue, tout point de repère disparut, et sans le sillage écumeux du radeau, j'aurais pu croire qu'il demeurait dans une parfaite immobilité. Vers midi, des algues immenses vinrent onduler à la surface des flots. Je connaissais la puissance végétative de ces plantes qui rampent à une profondeur de plus de 12 000 pieds au fond des mers, se reproduisent sous des pressions de 400 atmosphères et forment souvent des bancs assez considérables pour entraver la marche des navires, mais jamais, je crois, algues ne furent plus gigantesques que celles de la mer Lidenbrock. Notre radeau longea des fucus longs de 3 et 4 000 pieds, immenses serpents qui se développaient hors de la portée de la vue. Je m'amusais à suivre du regard leurs rubans infinis, croyant toujours en atteindre l'extrémité, et pendant des heures entières, ma patience était trompée, sinon mon étonnement. Quelle force naturelle pouvait produire de telles plantes, et quel devait être l'aspect de la terre au 1er siècle de sa formation, quand, sous l'action de la chaleur et de l'humidité, le règne végétal se développait seul à sa surface. Le soir arriva, et ainsi que je l'avais remarqué la veille, l'état lumineux de l'air ne subit aucune diminution. C'était un phénomène constant sur la durée duquel on pouvait compter. Après le souper, je m'étendis au pied du mât et je ne tardai pas à m'endormir au milieu d'indolentes rêveries. Hans, immobile au gouvernail, laissait courir le radeau qui, d'ailleurs, poussé vent arrière, ne demandait même pas à être dirigé. Depuis notre départ de Port Graüben, le professeur Lidenbrock m'avait chargé de tenir le journal de bord.
de noter les moindres observations, de consigner les phénomènes intéressants, la direction du vent, la vitesse acquise, le chemin parcouru, en un mot, tous les incidents de cette étrange navigation. Je me bornerai donc à reproduire ici ces notes quotidiennes, écrites pour ainsi dire sous la dictée des événements, afin de donner un récit plus exact de notre traversée. Vendredi 14 août. Brise égale du nord-ouest. Le radeau marche avec rapidité et en ligne droite. La côte reste à 30 lieues sous le vent. Rien à l'horizon. L'intensité de la lumière ne varie pas. Beau temps, c'est-à-dire que les nuages sont fort élevés, peu épais, et baignés dans une atmosphère blanche comme serait de l'argent en fusion. Thermomètre, plus 32 degrés Celsius. À midi, Hans se prépare un hameçon à l'extrémité d'une corde. Il l'amorce avec un petit morceau de viande et le jette à la mer. Pendant 2 heures, il ne prend rien. Ces eaux sont donc inhabitées ? Non, une secousse se produit. Hans tire sa ligne et ramène un poisson qui se débat vigoureusement. « Un poisson !» s'écrie mon oncle. « C'est un esturgeon !» m'écriai-je à mon tour. « Un esturgeon de petite taille !» Le professeur regarde attentivement l'animal et ne partage pas mon opinion. Ce poisson a la tête plate, arrondie et la partie antérieure du corps couverte de plaques osseuses. Sa bouche est privée de dents, des nageoires pectorales assez développées sont ajustées à son corps dépourvu de queue. Cet animal appartient bien à un ordre où les naturalistes ont classé les sturgeons, mais il en diffère par des côtés assez essentiels. Mon oncle ne s'y trompe pas car, après un assez court examen, il dit « Ce poisson appartient à une famille éteinte depuis des siècles. » et dont on retrouve seulement les traces fossiles dans le terrain dévonien. « Comment ?» dis-je. « Nous aurions pu prendre vivant un de ces habitants des mers primitives. »« Oui, » répond le professeur en continuant ses observations. « Et tu vois que ces poissons fossiles n'ont aucune identité avec les espèces actuelles. Or, tenir un de ces êtres vivants, c'est un véritable bonheur de naturaliste. Mais... à quelle famille appartient-il ? À l'ordre des ganoïdes, famille des céphalospides, genre... Eh bien, genre des pteryctis, j'en jurerais. Mais celui-ci offre une particularité qui, dit-on, se rencontre chez les poissons des eaux souterraines. Laquelle ? Il est aveugle. Aveugle ? Non seulement aveugle, mais l'organe de la vue lui manque absolument. Je regarde. Rien n'est plus vrai, mais ce peut être un cas particulier. La ligne est donc amorcée de nouveau et rejetée à la mer. Cet océan, à coup sûr, est fort poissonneux, car en 2 heures, nous prenons une grande quantité de ptéryctis, ainsi que des poissons appartenant à une famille également éteinte, les diptérides, mais dont mon oncle ne peut reconnaître le genre. Tous sont dépourvus de l'organe de la vue. Cette pêche inespérée renouvelle avantageusement nos provisions. Ainsi donc, cela paraît constant. Cette mer ne renferme que des espèces fossiles, dans lesquelles les poissons comme les reptiles sont d'autant plus parfaits que leur création est plus ancienne. Peut-être rencontrerons-nous quelques-uns de ces sauriens que la science a su refaire avec un bout d'ossement ou de cartilage. Je prends la lunette et j'examine la mer. Elle est déserte, sans doute nous sommes encore trop rapprochés des côtes. Je regarde dans les airs, pourquoi quelques-uns de ces oiseaux, reconstruits par l'immortel Cuvier, ne battraient-ils pas de leurs ailes ces lourdes couches atmosphériques ? Les poissons leur fourniraient une suffisante nourriture. J'observe l'espace, mais les airs sont inhabités comme les rivages. Cependant, mon imagination m'emporte dans les merveilleuses hypothèses de la paléontologie. Je rêve tout éveillé, je crois voir à la surface des eaux ces énormes quercites, ces tortues antédiluviennes, semblables à des îlots flottants. Sur les grèves assombries passent les grands mammifères des premiers jours, le leptotherium trouvé dans les cavernes du Brésil, le méricotherium venu des régions glacées de la Sibérie. Plus loin, le pachyderme l'ophiodon, ce tapir gigantesque se cache derrière les rocs, prêt à disputer sa proie à l'anoplotherium, animal étrange qui tient du rhinocéros, du cheval, de l'hippopotame et du chameau, comme si le créateur, trop pressé aux premières heures du monde, eût réuni plusieurs animaux en un seul.
Le mastodonte géant fait tournoyer sa trompe et broie sous ses défenses les rochers du rivage, tandis que le mégathérium, arc-bouté sur ses énormes pattes, fouille la terre en éveillant par ses rugissements l'écho des granites sonores. Plus haut, le protopithèque, le premier singe apparu à la surface du globe, gravit les cimes ardues. Plus haut encore, le ptérodactyle à la main ailée glisse comme une large chauve-souris sur l'air comprimé. Enfin, dans les dernières couches, des oiseaux immenses, plus puissants que le casoar, plus grands que l'autruche, déploient leurs vastes ailes et vont donner de la tête contre la paroi de la voûte granitique. Tout ce monde fossile renaît dans mon imagination. Je me reporte aux époques bibliques de la création, bien avant la naissance de l'homme, lorsque la terre incomplète ne pouvait lui suffire encore. Mon rêve alors devance l'apparition des êtres animés. Les mammifères disparaissent, puis les oiseaux, puis les reptiles de l'époque secondaire, et enfin les poissons, les crustacés, les mollusques, les articulés. Les zoophytes de la période de transition retournent au néant à leur tour. Toute la vie de la Terre se résume en moi, et mon cœur est seul à battre dans ce monde dépeuplé. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de climat. La chaleur propre du globe s'accroît sans cesse et neutralise celle de l'astre radieux. La végétation s'exagère. Je passe comme une ombre au milieu des fougères arborescentes, foulant de mon pas incertain les marnes irisées et les grès bigarrés du sol. Je m'appuie au tronc des conifères immenses, je me couche à l'ombre des sphénophiles, des astérophiles et des lycopodes hauts de 100 pieds. Les siècles s'écoulent comme des jours. Je remonte la série des transformations terrestres. Les plantes disparaissent, les roches granitiques perdent leur pureté. L'état liquide va remplacer l'état solide sous l'action d'une chaleur plus intense. Les eaux courent à la surface du globe, elles bouillonnent, elles se volatilisent. Les vapeurs enveloppent la Terre qui, peu à peu, ne forme plus qu'une masse gazeuse portée au rouge blanc, grosse comme le soleil et brillante comme lui. Au centre de cette nébuleuse, 1400 000 fois plus considérable que ce globe qu'elle va former un jour, je suis entraîné dans les espaces planétaires. Mon corps se subtilise, se sublime à son tour, et se mélange comme un atome impondérable à ces immenses vapeurs qui tracent dans l'infini leur orbite enflammée. Quel rêve! Où m'emporte-t-il ? Ma main fiévreuse en jette sur le papier les étranges détails. J'ai tout oublié, et le professeur, et le guide, et le radeau. Une hallucination s'est emparée de mon esprit. « Qu'as-tu » dit mon oncle. Mes yeux tout ouverts se fixent sur lui sans le voir. « Prends garde, Axel, tu vas tomber à la mer !» En même temps, je me sens saisir vigoureusement par la main de Hans. Sans lui, sous l'empire de mon rêve, je me précipitais dans les flots. « Est-ce qu'il devient fou ?» s'écrie le professeur. « Qu'y a-t-il » dis-je enfin, revenant à moi. « Es-tu malade ?»« Non, j'ai eu un moment d'hallucination. Mais il est passé. Tout va bien d'ailleurs ? Oui, bonne brise, belle mer. Nous filons rapidement et, si mon estime ne m'a pas trompé, nous ne pouvons tarder à atterrir. » À ces paroles, je me lève, je consulte l'horizon. Mais la ligne d'eau se confond toujours avec la ligne des nuages.